Bonjour, merci d'être venu pour cette conférence sur la question des limites planétaires et de l'immobilier. Quel nouvel équilibre va-t-il falloir trouver pour équilibrer entre la nouvelle construction et la rénovation? Alors tout d'abord, je vous présente qui nous sommes. Harpastrans, c'est un cabinet de conseil qui accompagne la transformation de la société par l'immobilier. Et nous sommes une société Bicorp depuis 2017, c'est-à-dire que nous avons un engagement, non seulement l'engagement de l'entreprise qui est de faire du profit, mais c'est aussi une entreprise qui est engagée sur les aspects sociétaux, sociaux et environnementaux. Alors aujourd'hui, nous sommes organisés en 4 pôles métiers, donc le conseil et l'innovation, pour élaborer les stratégies et les politiques immobilières, programmer les bâtiments de demain comme la clé de voûte de la performance à la fois de l'usage et les performances environnementales en intégrant les nouveaux modes de vie et en alliant l'expérience digitale, enfin l'expérience physique et l'expérience digitale. Donc on fait de la programmation digitale. Nous avons une activité de design et d'aménagement des espaces de travail, donc c'est-à-dire définir les politiques workplace. Aujourd'hui, avec le télétravail, les modes de travail ont changé. Et donc, il faut pouvoir adapter les espaces de travail pour donner envie aux collaborateurs de revenir au bureau. Et donc, comment transformer ces espaces? Et donc, on fait de l'aménagement intérieur et de l'architecture intérieure. Nous avons une activité autour de l'immobilier durable pour définir les politiques et les stratégies environnementales de l'immobilier, en définissant les performances, en traitant les sujets du carbone, de l'énergie, de la transition énergétique et la résilience, ainsi que les sujets de confort, santé, bien-être et des questions de résilience et d'impact des bâtiments, travailler sur la capacité des bâtiments à avoir un impact positif sur l'environnement. Et enfin, nous avons un département biodiversité qui accompagne et qui a pour vocation de protéger le vivant, en anticipant les questions de biodiversité dans les projets immobiliers. Nous avons une activité essentiellement tournée vers l'immobilier urbain ou la biodiversité urbain. Tous les métiers et toutes les offres que nous faisons aujourd'hui sont orientés à travers 4 axes stratégiques qui sont le durable. Comment nous allons faire cette fameuse transition environnementale avec les ambitions de la stratégie nationale bas carbone, comment on va adapter les bâtiments et l'immobilier au changement climatique. On a vu cet été de nombreux phénomènes un peu extrêmes qui ont eu lieu et qui s'accélèrent. La deuxième question, qui est un sujet qui nous préoccupe depuis de longues années, c'est la santé et le bien-être par l'immobilier. Et donc, notre propos est de faire en sorte que l'interaction qu'il y a entre le bâtiment et ses occupants soit saine et apporte bien-être et confort à ses occupants. L'embarquer, la question du digital qui a largement transformé notre façon de vivre, de travailler, de se déplacer. Comment est-ce qu'on va les transformer en de nouveaux usages? Et enfin, notre question est de travailler sur le vivant. Comment on peut aider à enrayer la disparition de la biodiversité dans les projets immobiliers. Notre périmètre d'intervention, c'est tout type d'immobilier. Nous savons travailler aussi bien sur des bureaux que sur du logement, que sur des laboratoires, que sur des bâtiments de formation, de recherche, sur de la logistique, sur de l'industrie. Et on travaille à toutes les échelles, c'est-à-dire on travaille aussi bien à l'échelle du quartier, à l'échelle du bâtiment, mais aussi à l'échelle de l'aménagement des espaces intérieurs. Aujourd'hui, Harpastrans, c'est une équipe d'environ une centaine de collaborateurs avec des profils extrêmement variés, que ce soit des architectes, des ingénieurs, des thermiciens, des spécialistes en agronomie, en paysage, en écologie, en matériaux biosourcés. Donc on a un écosystème extrêmement riche au sein du cabinet pour pouvoir accompagner les projets immobiliers dans les meilleures conditions et en embarquant l'ensemble des questions qui se posent aujourd'hui en matière immobilière. Et nous avons aussi toute la capacité à donner les marqueurs de la qualité environnementale des bâtiments et la qualité au sens large des bâtiments et de la performance des bâtiments en accompagnant les certifications environnementales
et les certifications spécifiques sur le carbone, sur l'énergie, sur le digital, sur la biodiversité. Donc nous avons un panel important d'accompagnement. Oui, je vais... Bon, nos clients, c'est tous les acteurs de la chaîne de l'immobilier, les grands utilisateurs et également la maîtrise d'ouvrage publique. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de ce nouvel équilibre qu'il va falloir trouver entre construction et rénovation. Et pourquoi on s'est posé cette question de savoir comment cet équilibre allait évoluer. Alors aujourd'hui, on a une stratégie et on a une trajectoire carbone extrêmement ambitieuse. On voit bien qu'on a encore beaucoup à faire pour pouvoir arriver aux objectifs qui nous ont été fixés. On a également aussi une pression très forte sur les ressources planétaires que nous avons. On sait tous que, bon, par exemple, on a un problème au niveau du sable qu'on n'arrive plus à trouver. Et donc, on a cette question forte des ressources planétaires. Alors, en ce moment, vous avez beaucoup d'études qui sortent. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les consulter, qui parlent de cette question de la nouvelle construction. Donc, vous avez le Shift Project qui, dans le cadre de son PTEF, a fait et a publié en octobre une étude sur habiter dans une société bas carbone. L'ADEME vient de sortir ses 4 scénarios pour les années 50. RTE en a sorti 6 scénarios énergétiques pour les années à venir, et aussi que l'association Negawatt a également sorti un scénario d'énergie à forte dimension renouvelable. Et enfin, nous participons avec l'ADEME et le CSTB à une étude qui va sortir en début d'année, dont le sujet est « Imaginons ensemble les bâtiments de demain ». Alors, il faut qu'on réfléchisse à cette question de l'équilibre entre la rénovation et la construction neuve. Et il y a quand même de réels freins par rapport à ça. Le premier frein, c'est que la population continue à augmenter, et elle va continuer à augmenter jusqu'en 2044, si on croit les scénarios de l'INSEE. Donc, il va bien falloir faire les logements nécessaires à abriter toute cette population. Il y a des impasses économiques. Le logement, alors j'ai un trou sur l'impasse économique. Passons. L'endettement de la France, l'État est très endetté avec la crise du Covid, mais aussi les particuliers sont très endettés. Et on voit que la rénovation des logements est extrêmement compliquée et que l'on ne va pas pouvoir continuer et financer la rénovation des logements, qui est un vrai sujet. Ensuite, il y a aussi des blocages sociétaux, parce que arrêter de construire, arrêter de faire de l'étalement urbain, c'est peut-être se poser la question de la maison individuelle avec du jardin, qui quelque part est le rêve de plus de 50% de la population. Donc, comment gérer ce paradoxe ? Donc, c'est pour cette question que nous avons demandé au master de l'Anthropocène, qui s'appelle Strategy and Design for the Anthropocène, qui est à Clermont-Ferrand et qui se pose la question de la redirection écologique. Et nous leur avons posé la question suivante. Arrêter la nouvelle construction en Île-de-France, est-ce que c'est une réponse face aux limites des ressources planétaires ? On a vu tout à l'heure l'urgence climatique. Le poids de l'immobilier est extrêmement important, puisque l'immobilier représente 50% du monde de la construction, de l'activité de la construction, et qu'on a un parc vieillissant et qu'il faut rénover. Donc voilà les éléments qui justifient cette étude, et je vais demander à Hervé Moelle, qui a piloté cette étude avec 2 étudiants du Strat, du master de l'Anthropocène, de nous présenter les résultats de cette étude. Tiens. Merci Madame la Présidente. Alors, cette étude donc, a été menée avec le Strat. Donc, j'ai eu le plaisir de la diriger. Donc, j'ai travaillé plus de 10 ans pour Arpas Trans et donc dans le secteur de l'immobilier. Et donc, cette étude a été menée dans l'optique d'une réflexion sur la redirection écologique. La redirection écologique se veut une réflexion à la fois qui veuille établir des systèmes pérennes et durables dans le temps
de transition écologique et qui veut aussi traiter deux questions principales qui sont la question de l'héritage et la question de la fermeture. L'héritage, c'est que dans le cadre de la redirection écologique, nous pensons, parce que je suis assez défenseur de cette approche, nous pensons qu'il faut aujourd'hui s'occuper des installations actuelles, des immeubles actuels, des activités actuelles, des infrastructures actuelles. Et il faut, dans le cadre de cette transition écologique, il faut leur donner un avenir, respecter les compétences, les métiers qui sont derrière ces infrastructures, ces bâtiments, ces activités, et donner un avenir dans le cadre de la transition. Sinon, on va avoir des phénomènes de blocage. Et l'exemple qui est souvent cité, qui est aussi un exemple immobilier, c'est la question des stations moyennes, basses et moyennes montagnes en France. On sait qu'inéluctablement, elles vont disparaître. Elles ne pourront plus fonctionner et il faut définir avec ces stations un avenir. Alors peut-être les grandes stations arriveront à trouver une solution, mais les stations moyennes doivent. Et d'ailleurs, il y a déjà une station, Métabier, qui a lancé un plan d'action financé par l'Europe pour trouver un avenir, non pas au-delà de la montagne, mais au-delà du tourisme et des nouvelles activités sur le sujet. La deuxième chose, ce sont les fermetures. Si on veut réussir la transition écologique, on n'échappe pas à fermer un certain nombre d'activités. Vous avez une fermeture qui est en train de se réaliser, c'est la fermeture de toutes les activités liées à la voiture à essence, voilà, et à fossile. Elles vont disparaître d'ici 20 à 30 ans et il faut cette fermeture, cet arrêt-là, il faut la gérer. Dans le domaine de l'immobilier, nous avons l'arrêt des centrales à mazout, par exemple, qui est déjà engagé, à fuel, qui est déjà engagé. Et il faut non seulement s'occuper des propriétaires des bâtiments où il y a ces centrales, mais aussi toutes les activités, les sous-traitants, les mainteneurs, quel avenir il faut leur donner. Donc la redirection écologique veut traiter de ces questions. Et donc dans ce cadre-là, cette étude était une étude prospective, bien sûr. C'est une étude de master, je tiens à le signaler. Donc nous n'avons pas eu les capacités de travail et d'analyse de RTE, de l'ADEME ou du CSTB. Donc il faut les prendre pour ça. Ils révèlent quand même des ordres de grandeur qui sont tout à fait intéressants. Alors, cette étude a été faite sur la région Île-de-France, tenant compte donc du logement, des bureaux et des commerces. Nous avons mis de côté tout ce qui était bâtiments industriels, bâtiments de logistique, bâtiments de recherche, hôpitaux publics, qui nécessitent d'avoir des approches aussi de métiers beaucoup plus pertinentes et différenciées par type de bâtiment, alors qu'avec le logement, le commerce et le bureau, on peut, à partir de la démographie, qui est un driver majeur, traiter une grande partie des questions. Nous avons, dans le cadre de cette étude, mis de côté le problème du Grand Paris. C'est-à-dire nous avons considéré qu'on étudiait l'arrêt de la construction après le Grand Paris et la réalisation du Grand Paris. Il faut voir que le Grand Paris prévoit encore aujourd'hui de réaliser 23 millions de mètres carrés, dont 14 millions en logement, 7 millions en bureaux, 1,4 million en commerce. Je signale les chiffres des bureaux et des commerces parce qu'on verra qu'il y a certains scénarios où même on n'a pas besoin de ces mètres carrés pour pouvoir répondre aux besoins. Ce que nous avons pris comme hypothèse, alors bon, on n'avait pas la dernière étude de l'INSEE là, qui est sortie, qui a d'ailleurs qui a rapproché le moment où on allait baisser en démographie. Donc nous avons pris deux des scénarios réalisés par l'INSEE, donc ce n'est pas nous qui avons réalisé ça. Le scénario bas, qui est un scénario avec faible fécondité, donc ça nous permettait d'avoir un marqueur à démographie constante, et le scénario BAU, Business as usual, qui correspond aux tendances actuelles que nous rencontrons en matière de démographie. Nous n'avons pas pris le plus haut qui correspond au scénario qui avait été conçu pour le Grand Paris. Pourquoi ? Parce que ça fait presque 15 ans aujourd'hui qu'il a été élaboré et il n'a jamais été réalisé. On est toujours très en deçà des prévisions de démographie qui avaient servi à baser le Grand Paris. Alors, la première chose, c'est qu'on a regardé quelle était l'importance de la nouvelle construction en matière environnementale. Alors, je vous rappelle que dans le métier, on a un chiffre clé. Je n'ai jamais complètement trouvé la preuve par A plus B, mais on a un chiffre clé, c'est que la nouvelle construction représente 1% du parc actuel. Hein. Donc, il faut raisonner en disant que ça représente 1% des bâtiments, la nouvelle construction. Et en termes d'impact, ça représente, en termes donc on a étudié sur 4 impacts principaux. Et la nouvelle construction, ça a un impact très très fort sur l'artificialisation. Ça représente la moitié de l'artificialisation en Île-de-France.
en particulier l'habitat, le logement, et en particulier la maison individuelle, ce qui expliquait un des arguments environnementaux évoqués par la ministre sur la maison individuelle. Sur les gaz à effet de serre, on est à 8 millions de tonnes. Ça correspond aujourd'hui, alors ce 8 millions de tonnes, c'est à la fois le coût en émissions de gaz à effet de serre pour les matériaux et la construction, et aussi les consommations donc les consommations d'énergie et donc les émissions d'énergie de chaque bâtiment construit dans les 50 années à venir. Parce que quand on crée un bâtiment, il va être chauffé, il va être climatisé, donc il va consommer des gaz à effet de serre. Donc on a intégré le droit à tirage de gaz à effet de serre que génère tout bâtiment. On ne fait pas un bâtiment pour qu'il ne soit pas chauffé ni climatisé. Et donc là, ça représente, donc ce chiffre-là représente 20% de la consommation, donc c'est par an, et ça représente 20% de la consommation de l'émission des gaz à effet de serre en Île-de-France. Donc c'est pour 1%, c'est à terme sur plusieurs années. Alors c'est une analogie puisqu'on ne compare pas tout à fait les mêmes choses. Ça représente donc 20%. Et on a sur les matériaux et sur les déchets 8 millions de tonnes et 3,4 qui correspond à 8%, sachant que c'est deux domaines sur lesquels il y aurait sûrement un effort important à faire pour avoir des chiffres plus fiables sur le sujet. Donc un impact environnemental fort, en particulier sur l'artificialisation et en particulier sur les gaz à effet de serre. Alors, est-ce que l'on peut arrêter la construction en Île-de-France ? Donc, en regardant ces scénarios, en prenant un certain nombre d'hypothèses, nous avons regardé s'il était possible d'arrêter la construction sur le bureau et le commerce. L'étude, qui est une étude de grande masse, de grands chiffres, bien sûr, il y aurait des bémols à faire sur l'adéquation par territoire, etc. Mais grosso modo, nous n'avons pas besoin en Île-de-France de construire de bureaux et de commerces d'ici 2050. Et en particulier, il y a un certain nombre de scénarios, alors naturellement dans les scénarios bas, mais même sur des scénarios business as usual, où même on n'a pas besoin des mètres carrés de bureaux et des mètres carrés de commerce pour pouvoir répondre aux besoins. Sur le bureau, donc nous avons regardé toutes les études qui nous permettaient de chiffrer et d'anticiper le besoin en matière de bureaux, en tenant compte bien sûr de l'évolution de la démographie, de l'évolution de la population active. Donc là, nous avons pris les simulations de l'INSEE. La part de population en termes de bureaux, donc nous allons rester avec le même pourcentage actuellement, parce qu'il n'y a pas d'études qui démontrent qu'il y a besoin de moins ou de plus de gens travaillant dans les bureaux. Donc il n'y a pas de chiffre exact. Enfin, vacances sur ce sujet. La vacance, nous n'avons pas touché à la vacance des bureaux. On a estimé qu'aujourd'hui, le secteur de bureaux est un secteur assez tendu, assez attractif. Et donc, nous avons considéré qu'il n'y avait pas de points à gagner sur la vacance. Donc, on a été prudent sur ça. Et bien sûr, on a regardé le volume restant et surtout envers le facteur principal, qui est le nombre de surfaces de mètres carrés qu'il y a par personne travaillant dans un bureau. Aujourd'hui, le chiffre est de 21 mètres carrés. Donc, si on prend les gens actifs en Île-de-France travaillant dans des bureaux, qu'on divise par le nombre de surfaces occupées, on est à 21 mètres carrés. Et donc, nous avons étudié 19 mètres carrés, 16 mètres carrés, 14 mètres carrés. Donc, des baisses assez significatives. Il faut savoir quand même que du fait du métier de Harpas Trans, 14 mètres carrés par rapport à 21, on dit oh, c'est une chute importante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Harpas Trans fait des projets où, en réalité, le nombre de mètres carrés par personne au bureau employé est de l'ordre de 5 à 7 mètres carrés. Ce n'est pas tous les projets, mais il y a un certain nombre de projets où on est, et je crois même le fonctionnement actuel de Harpas Trans est avec ce ratio. Donc il y a un ratio aujourd'hui qui est hyper important de réduction du nombre de mètres carrés par employé, lié au flex office, lié au télétravail, et que la Covid a accéléré et qui génère ça. Donc on est face aujourd'hui à une baisse... On est face aujourd'hui à une baisse importante. J'ai assisté sur cette partie, étant donné qu'on était au CIMI. On a assisté important. Donc, un vrai besoin. Et donc, de facto, aujourd'hui, une vigilance que doit avoir le secteur sur la construction de bureaux sur ce sujet. Deuxième point, sur le commerce. Pareil, là aussi, c'est la partie digitale qui joue un rôle. Donc là, nous avons été un peu plus novateurs parce que je dirais que les études actuelles sont plutôt... Alors, il y a une étude qui vient de sortir dans la région lyonnaise
qui a enfin commencé à chiffrer l'impact du digital. Parce que le discours aujourd'hui, c'est de dire que la digitalisation du e-commerce n'aura pas d'impact sur les surfaces de commerce. Parce que à la fois les acteurs du digital n'ont pas intérêt à dire qu'ils menacent les surfaces de commerce, et naturellement les foncières ou les propriétaires de locaux n'ont pas intérêt à dire qu'il y aura moins de locaux. Donc nous avons fait des hypothèses un peu plus, mais là aussi, nous considérons aujourd'hui qu'on est à 15% de e-commerce. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Asie, on est entre 25 et 30, avec des prévisions en 2050 de 40 à 50% du commerce qui se fait par digital. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas besoin de surface de commerce, mais il y aura sûrement besoin plus d'entrepôts ou de drive ou de points de livraison que de surface de commerce quand on est à 50% par digital. Donc là aussi, il y a un effet majeur lié à la digitalisation qui fait qu'on n'a pas besoin de surface, sachant aussi que la loi climat a aujourd'hui arrêté les surfaces de commerce. Mais là aussi, il y a un effet qui va se faire jour petit à petit, qui sera important non seulement pour les commerces de centre-ville, mais pour tout type de commerce, et donc en particulier les commerces de périphérie. Pour le logement, la réponse est un peu plus forte parce qu'il y a cet aspect démographique. Il y a aujourd'hui un manque de logement et il y a un développement du besoin en logement qui est prévu par la démographie sur le sujet. Il reste néanmoins que, au vu de l'étude, aujourd'hui, il y a à peu près 20-25% des logements qui sont créés par recyclage de la ville. On peut une grande partie doubler, voire plus, cette part de logement créée par le recyclage de la ville, c'est-à-dire par l'utilisation des friches, par la rénovation urbaine, par la densification verticale et horizontale, ce n'est pas forcément faire des tours, la densification verticale, et aussi par la transformation des bureaux en logement. Je pense que le secteur devrait éviter quand même de faire beaucoup de bureaux pour que dans 10 ans, transformer beaucoup de bureaux en logement. Alors, économiquement, en termes de PIB, en termes de rentabilité pour les acteurs, c'est hyper intéressant. Pour la collectivité, c'est beaucoup d'argent dépensé et de subventions par rapport au sujet. Par contre, aujourd'hui, mais ça ne fait que conforter, le problème aujourd'hui, on voit, parce qu'il y a eu beaucoup de création de logements finalement, on a dépassé le cap pendant les 5 dernières années des 60 000 à 90 000 logements par an. Le problème aujourd'hui, mais ça c'est un constat qui est à peu près partagé, il n'y a pas de solution pour le moment, c'est qu'on construit des logements qui ne sont pas adaptés aux capacités économiques des franciliens. Et donc ça, c'est un vrai problème. Il faudrait aujourd'hui ne créer que des HLM pour répondre aux besoins des Franciliens. Alors, que des HLM, naturellement, à pondérer comme propos, HLM ou logement intermédiaire ou équivalent. Il faut s'adapter à la taille on a une évolution de la taille des familles qu'il faut adapter, donc des logements plus petits. Et puis, il y a tout le problème du pendulaire. On n'a toujours pas traité le problème du pendulaire parisien et de la bascule, en particulier est-ouest, voire les autres bascules, parce qu'il n'y a pas que cette voiture. Dans notre étude, nous n'avons pas arrêté, parce qu'il y avait... Le Shift avait vraiment fait une étude, un début d'étude où il arrêtait les maisons individuelles. Donc nous n'avons pas arrêté les maisons individuelles parce que nous avons estimé que c'était politiquement trop sensible. Et en particulier parce que dans le cadre de la redirection écologique, on accorde beaucoup d'importance aux rêves et à la cosmologie qu'ont les acteurs par rapport aux objets. Et aujourd'hui, la maison est un des rêves des acteurs sur le sujet. Alors, nous avons tous les points que nous avons étudiés. Je voudrais juste signaler, la démographie est vraiment le driver important de cet aspect-là. Il y a sûrement, et le Shift aussi l'a cité, on a le ratio. Donc, on a aujourd'hui un ratio en France de 2 bâtiments créés pour un ménage qui se crée. Donc, il y a 2 fois plus de bâtiments qui se créent de logements que de ménages. En Ile-de-France, on est un peu plus bas, on est à 1,7. Il y a vraiment ce ratio-là du nombre de logements créés par rapport au nombre de ménages créés qui interpelle, parce que naturellement, si on a une productivité sur ce sujet, on a une réduction du nombre de logements créés. Mais je pense que c'est un indicateur qui n'est pas si facile à faire baisser que ça. Alors, bien sûr, dans le cadre de la redirection écologique, on s'est posé la question, c'est très bien, nous sommes à Paris, dans des beaux bureaux, on a une réflexion où on arrête la nouvelle construction, nous ne sommes pas menacés à notre emploi, et donc ça menace quand même, et ça interpelle directement un certain nombre de centaines de milliers d'emplois sur le sujet. Donc on a fait une première approche, comment Shift l'a fait pour le logement au niveau de la France. Il y aurait sûrement, je pense qu'il serait... Nous serions tous demandeurs d'approche du gouvernement sur cette question.
On a vu que le passage de la voiture à fuel, à essence, la voiture électrique, on hésite entre 100 et 150 000 emplois de perdus. Donc voilà, il y a des vrais enjeux là derrière. Donc je pense qu'on serait tous demandeurs d'avoir des études sur ce sujet. Nous estimons, alors d'abord, il faut savoir que dans le domaine de l'immobilier, nous estimons qu'il y a à peu près 30% des personnes qui travaillent, ou des emplois, plus exactement des emplois, qui travaillent directement sur la nouvelle construction. Puisqu'il y a quand même aussi beaucoup d'emplois dans la gestion de parc, l'entretien du parc, la maintenance du parc. Donc ça représente aujourd'hui 210 000 actifs en Île-de-France. C'est une estimation de l'étude, hein. Ce n'est pas une estimation validée par les organismes habilités sur le sujet. Mais ça, c'était pour voir quelle était l'importance. Donc ça ne concerne pas, la remarque, c'est que ça ne concerne pas 100% des emplois. Ça ne concerne que 30% des emplois. Et si on est dans le domaine plus particulier de la construction, où la FFB indique qu'il y a 50% des emplois qui sont dans la nouvelle construction et 50% qui sont dans la rénovation et la maintenance, donc ça les chiffres de la FFB, tout l'enjeu est de voir si on peut passer à 80% en rénovation-maintenance et 20% en nouvelle construction, parce qu'il y aura toujours des bâtiments en nouvelle construction. Les études que nous avons fait montraient qu'on pouvait raisonnablement espérer qu'on y arriverait. Donc Shift dit qu'on n'arrive pas dans le logement, donc il annonce une perte de 100 000 emplois, mais il reconnaît, parce que j'en ai discuté avec eux, ils reconnaissent que pour le moment, ils n'ont tenu compte que des emplois créés par la rénovation énergétique. Ils n'ont pas créé des emplois qui seraient liés à ce que nous appelons, nous, la rénovation urbanistique. C'est-à-dire nous considérons qu'aujourd'hui, dans 50 ans, il faudra adapter nos villes au fait qu'on a des voitures électriques. Il faudra adapter nos villes au fait qu'il y aura 40% des mobilités qui auront été supprimées, puisque dans le cadre de la stratégie bas carbone, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement, etc., etc. Et que donc, il y a une refonte urbanistique majeure qui est à faire de la ville pour s'adapter aux nouveaux modes de vie que l'on doit développer dans le cadre de la transition écologique. Oui, je suis un peu en retard. Et naturellement, il y a le marché de la décarbonation, transformation, et il y a le marché de la rénovation énergétique. Et nous pensons qu'avec ces trois marchés, on peut combler les emplois. Ça nécessite quand même, bien sûr, un programme de formation, et ce n'est pas un changement un pour un, puisqu'il y a des gens qui pourront venir d'autres métiers pour aller sur ce métier, et puis des métiers qui sont à la construction et qui ne pourront pas, en termes de compétences et de désirs, vouloir basculer sur de la rénovation et de la maintenance. Mais donc, on doit pouvoir. Rapidement, sur cette slide, ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas compliqué d'arrêter la construction en France. Voilà, on l'a vu, elle a énormément baissé. Et si le gouvernement faisait 3 ou 4 mesures de plus, on pourrait quasiment arrêter la construction en Île-de-France. Une ZAN vraiment dure appliquée, des règles d'endettement des ménages vraiment strictes qui évitent le surendettement, voire le trop-plein d'endettement qu'ont les Français, puisqu'on parle toujours de l'endettement du gouvernement, mais il y a un endettement des Français qui est très important, ainsi que l'endettement des entreprises. Et l'autre point qu'il y a aujourd'hui, on voit, c'est qu'aujourd'hui, l'État est trop endetté, il y a toute cette réflexion est arrivée, et que une des réflexions qui avait mené à faire ça, c'est que nous ne sommes pas sûrs que l'État puisse à la fois faire des subventions pour la nouvelle construction et faire des subventions pour la rénovation. Et les besoins de subventions en rénovation sont nettement 3 à 4 fois plus importants que les besoins actuels de subventions en nouvelle construction. Donc on a une impasse budgétaire majeure par rapport aux besoins de rénovation. Après, il y a bien sûr des difficultés politiques, on le voit, il y a des lobbying, à juste titre, hein, c'est-à-dire que le maire d'une ville a quand même des acteurs de l'immobilier, il y a des emplois à garder, il y a des traites à faire, il y a des trésoreries à stabiliser, donc c'est un sujet bien sûr très très complexe. En conclusion de cette étude, ah oui, parce qu'il y a toi après. Ah oui, oh là, sûrement. Voilà, en conclusion, vas-y, dis les conclusions. Alors, la conclusion, passe-moi le zap. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les enseignements de cette étude? Pour nous, Harpas Trans, cabinet de conseil dans le domaine de l'immobilier. Alors, pour faire vite, au niveau des bureaux, effectivement, il faut retravailler la programmation des bureaux, repenser le nombre de mètres carrés, mais pas que. On voit bien qu'il va y avoir un déficit, enfin disons une augmentation de la vacance
de bureaux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans des immeubles qui aujourd'hui sont mono-occupants et qui finalement n'auront besoin que de 80 peut-être ou 70% de la surface dont ils disposent? Qu'est-ce qu'ils vont faire des mètres carrés restants? Comment est-ce qu'ils vont les gérer? Comment est-ce qu'ils vont les opérer? Donc ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est que pour pouvoir faire revenir les collaborateurs au bureau, qui est quand même un des sujets de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il faut leur apporter des espaces qui leur apportent autre chose que ce qu'ils trouvent à la maison quand ils sont tout seuls en télétravail. Donc comment faire pour que les bureaux soient attractifs et apportent de la qualité et du bien-être aux collaborateurs? Et enfin, au niveau des territoires, il y a la question qui se pose de savoir où il faut implanter des bureaux, si on doit implanter des bureaux, comment on les implante par rapport au logement, comment on réfléchit par rapport aussi à toute l'activité pendulaire qu'Hervé a évoquée tout à l'heure. Sur le commerce, on a vu que là aussi, on avait une façon de penser le commerce différemment à cause du commerce digital. C'est-à-dire que le commerce physique aussi va se transformer. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus orienté vers du commerce expérientiel. Donc ça change aussi les environnements dans les espaces de commerce. Mais on a aussi devant nous, je pense, un certain nombre de friches, de zones commerciales qui s'annoncent. Comment est-ce qu'on va les traiter ? Est-ce que l'on va réfléchir à transformer ces zones commerciales en quartiers, comme ça nous a été demandé par un des acteurs du commerce, pour voir si on ne peut pas créer des quartiers? Ça fait partie des sujets de réflexion pour demain. En ce qui concerne les logements, on n'arrête pas de parler de réduction de surface de logement. Je crois que ça fait 20 ans que la surface des logements diminue. Mais aujourd'hui, il y a des activités que l'on exerce dans les logements qui nécessite un peu de surface. On a vu la difficulté des familles à travailler en télétravail avec les enfants à la maison. Donc comment offrir aux habitants aussi des espaces de travail, que ce soit à l'intérieur du logement ou à côté. Donc penser de manière un peu plus large toutes les aménités qu'on peut apporter pour un logement. Alors, je n'ai pas toutes les slides. Les nouveaux modes de vie, il faut le digital à transformer les modes de vie, donc il faut réfléchir à des nouveaux modes de vie. Il faut pas des nouveaux modes de vie, pardon, à des nouveaux modèles immobiliers, peut-être des choses qui sont plus résilientes, plus flexibles, anticiper des usages multiples. Il faut que la conception du bâtiment à l'origine permette une transformation d'un usage vers un autre, donc avoir des bâtiments qui sont et flexibles et résilients, tout en évidemment restant conformes au bas carbone et aux questions énergétiques. Et je pense qu'en ce qui concerne la rénovation, c'est un sujet qu'on a vu qui est difficile, qui demande beaucoup de financement et qui aujourd'hui est difficile à la fois techniquement et économiquement. Et on s'aperçoit qu'il y a, je dirais même aussi réglementairement, mais ce matin, j'étais à une conférence des notaires et de l'IEIF qui ont fait 30 propositions tout à fait intéressantes, justement pour aider en particulier la rénovation des logements. Et donc, travailler pour nous demain sur cette nouvelle économie de la rénovation pour remplacer l'économie de la construction. Ça passe aussi par trouver des nouvelles solutions, les communiquer, les partager, former, quelque part, donner des titres de noblesse à la rénovation plus qu'à la construction. Alors demain, pour 2022, nous avons décidé de continuer à travailler sur ces questions et nous avons demandé de faire une autre étude, peut-être plus ciblée, sur quel devenir pour les centres commerciaux ou les zones d'activité commerciale en friche, et est-ce que ça peut devenir des fameux quartiers du quart d'heure? Alors après, il faudra définir la question du quartier du quart d'heure. Donc on vous présente ça demain matin à 10h30. Et sinon, l'idée, c'est de travailler sur l'économie de la rénovation. Qu'est-ce que ça a comme impact sur l'ensemble des niveaux, objectifs et actions pour en accélérer l'évolution. Et voilà, donc nous avons encore 2 conférences demain matin. Donc une sur les zones d'activité commerciale et à 11h30, quelle nouvelle dynamique d'habiter face à l'évolution des modes de vie en développement, des points qu'on a évoqués tout à l'heure. Je crois qu'on a terminé. Pardon? Et à 16h, pardon, aujourd'hui, le futur des espaces de travail, Figito, responsable et serviciel. Merci beaucoup.